reconstituer le budgetant à distance chez des animaux. J'ai essayé de mettre un petit peu de vous expliquer pourquoi je suis arrivée à utiliser ce genre d'outils qui peuvent être lourds et complexes. Quelle méthode on peut utiliser pour analyser les données issues de ces outils et puis quelques résultats quand même pour vous garder un petit peu en haleine parce que je sais qu'on va approcher de l'heure du repas et on va perdre un petit peu notre attention. Donc, pour ma part, je travaille principalement, j'ai travaillé principalement sur les chats domestiques. Et il faut savoir que les chats domestiques dans les écosystèmes naturels présentent une problématique véritablement importante d'un point de vue écologique et également d'un point de vue de santé publique. Écologique parce qu'en fait, la prédation exercée par les chats domestiques conduit, on le sait, notamment à la raréfaction de certaines espèces communes, notamment de passereaux, non seulement par la prédation, mais également par la peur que peut représenter le prédateur au sein de l'écosystème en tant que tel. Et à côté de ça, donc les chats sont à l'interface entre les humains et la faune sauvage, et ils peuvent être vecteurs de zoonoses, notamment cocos. Moi, ce qui m'intéresse d'un point de vue éthologique et écologique, c'est le fait que le chat domestique soit ce qu'on peut appeler un prédateur apprivoisé, puisqu'il est issu du chat sauvage africain. Il résulte véritablement d'un processus d'apprivoisement et non de domestication. Et en conséquence, donc, il est resté vraiment très proche de son ancêtre sauvage sur de nombreux points génétiques, morphologiques et surtout comportementaux. Il a notamment donc, gardé cette forte propension à la chasse. Mais à côté de ça, il est également très opportuniste. Il s'adapte très bien et il vit très bien à la proximité avec les apports alimentaires que cela représente grâce à la proximité avec les humains. Et donc, il présente un régime alimentaire qui est à la fois des proies et des aliments. Donc ça dépend véritablement en fait, de la catégorie de chats dans laquelle que l'on va considérer, hein, puisqu'on a des chats d'intérieur qui ne verront jamais, je pense, une souris, à moins que celle-ci soit arrivée dans la maison. On a à l'opposé donc, des chats qui sont 100% dépendants de la prédation et à l'interface entre l'homme et la faune sauvage, on a ce que l'on appelle des chats de propriétaires, plus ou moins libres de leur déplacement, et puis des chats de ferme, eux, tout à fait libres de leur déplacement, majoritairement dépendants de la prédation, mais toujours malgré tout affiliés avec les humains. Donc moi, je me suis véritablement intéressée à l'interface homme-animal. Et en fait, ces chats libres de leur déplacement, de par le monde, 12 millions d'individus. En France, on est aux alentours de 10 millions de chats de propriétaires et on peut dire qu'il y en a autant qui n'appartiennent à personne. Voilà. Donc, c'est vraiment un chiffre vertigineux et c'est très important et un nombre très élevé de potentiels prédateurs de par le monde. Et comme donc, une grande proportion de ces chats prédateurs sont également donc, des chats de propriétaires, la compréhension du comportement alimentaire des chats domestiques, c'est devenu également un enjeu crucial pour un grand nombre d'acteurs du secteur industriel présentant des services de recherche et de développement pour optimiser, on va dire, la production d'aliments chien-chat et le chat. Donc, en fait, il y a un intérêt essentiel et des enjeux multiples lorsque l'on s'intéresse aux chats domestiques. Donc, moi, j'étais vraiment focalisée. Ma problématique, c'était plutôt d'essayer d'identifier
les mécanismes qui influencent le comportement de recherche alimentaire des chats libres dans leur déplacement. Donc, essayer de mettre en place donc, des corrélations pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'ils mangent, quel était leur régime alimentaire, donc qu'est-ce qu'ils consomment, où est-ce qu'ils consomment, quand est-ce qu'ils consomment et combien de temps ils consomment. Et en fait, ces différentes questions, je me les suis posées à différents niveaux. Donc au niveau de l'individu, au niveau de la sous-population, voire de la population. Et c'est dans ce contexte-là en fait, que j'ai eu recours au déploiement de biologueurs afin d'observer virtuellement mes chats libres de leur mouvement et pas si simple que ça à suivre et à observer in situ. Donc, je vais aller assez rapidement puisque Cédric vous a déjà expliqué ce que c'était qu'un biologueur. Donc, ce terme a été utilisé pour la première fois par un japonais, Neto, en 2004. Et c'est la contraction entre la biologie et le mot logger. Et concrètement, en fait, c'est un enregistreur de données biologiques embarqué. Et en fait, cet enregistreur de données biologiques embarqué, qui est un ensemble de capteurs, tant pour l'environnement que à proprement parler pour des variables liées aux individus, qui donc, est alimenté par une batterie. Le tout est stocké microprocesseur, le tout stocké sur une mémoire non volatile et attaché ou implanté sur des animaux libres de leur déplacement afin donc, de suivre leur comportement le plus naturellement possible. Ça, Cédric a parlé des contraintes tout à l'heure. Et souvent, donc, c'est parce que ces animaux sont difficilement observables. Puisqu'en fait, il faut savoir que le biologging en tant que tel a, ce qu'on peut dire, ouvert le champ des possibles. C'est-à-dire que des animaux qui pouvaient être observés facilement sur Terre, on ne pouvait pas interpréter leur comportement, leur déplacement ou encore leur physiologie lorsqu'ils allaient changer de milieu, mammifères ou les animaux marins. Et en fait, le déploiement donc, d'outils de mesure donc sur ces animaux donc à terre a permis en fait donc de comprendre l'écologie ou la physiologie de ces individus, de ces mêmes individus également donc en mer, à savoir où est-ce qu'ils allaient, par exemple chasser, est-ce qu'ils ne faisaient que chasser quand ils sortaient en mer, combien de temps ils partaient en mer, etc. Et donc par contre, la condition sine qua non, c'est qu'il faut récupérer le biologueur qui a été déployé sur l'animal afin donc de récupérer les données. Alors c'est un peu moins vrai maintenant, mais au départ c'était véritablement ça. Donc en l'espace de ces 10 dernières années, on a vu apparaître ce qu'on appelle le boom du biologging, c'est-à-dire que nous avons assisté véritablement à l'essor en fait des technologies et donc du biologging. Ici, vous avez par exemple donc, la miniaturisation donc, qui a été vraiment le facteur déterminant pour ce boom du biologging. La miniaturisation des outils. Vous savez ici, par exemple, donc, en 10 ans, deux mêmes biologueurs qui font exactement les deux mêmes choses. L'un pèse 60 grammes et l'autre pèse 7 grammes. Donc, vous imaginez bien qu'en termes de possibles, on a vraiment changé d'échelle. On a aussi gagné donc, en réduction d'énergie utilisée pour pouvoir alimenter ces capteurs. On a multiplié le nombre de capteurs présents dans ces biologueurs. Ici, vous avez la pression, la température, la lumière et l'accélération selon 3 axes. Et également, donc, on a augmenté le nombre de données que l'on a pu collecter par seconde. C'est-à-dire que maintenant, on peut facilement prendre, par exemple, plus de 100 points par seconde pour un grand nombre de capteurs de façon simultanée. Donc, on a ouvert le champ des disciplines, donc en physiologie, pour ma part, donc en écologie comportementale. On passe aussi en énergétique. Et donc, on a, bien entendu, permis le déploiement sur un grand nombre de taxons. Et donc, on a vu le nombre de publications
utilisant des biologueurs, accroître très fortement depuis ces 10 dernières années. Donc, pour ma part, j'ai commencé à utiliser et à déployer des biologueurs au cours de ma thèse. Et j'ai continué pendant un postdoc que j'ai réalisé notamment à l'IPHE il n'y a pas encore si longtemps que ça. Donc, je vais vous présenter les biologueurs, des accéléromètres tridimensionnels et également des centrales inertielles, afin donc de m'intéresser spécifiquement au comportement de recherche alimentaire. Mais on va se rendre compte que finalement, ce n'est pas que ça qu'il faut considérer pour réussir à caractériser la chasse. Et donc, je me suis vraiment intéressée donc, à la chasse, à la recherche alimentaire, mais également à la vie quotidienne des chats. Et puis également donc, pour mon postdoc à l'élimination. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un accéléromètre triaxial? Donc, c'est 3 capteurs qui sont fixés perpendiculairement les uns aux autres. Je suis désolée, on va passer dans la partie un petit peu physique. Voilà. Donc, son principe, c'est vraiment très simple, c'est pas compliqué. On s'imagine donc un tube vertical avec 2 ressorts dans lesquels on a suspendu donc, entre ces 2 ressorts une petite masse. Donc, dans le cas, en fait, des 3 dimensions, et on s'imagine que c'est la même chose dans les 3 dimensions de l'espace. Et donc, le tout est attaché à l'objet d'étude. Donc, il faut se le dire déjà, ça ne marche pas en apesanteur. On ne peut pas réussir à utiliser un accéléromètre 3 dimensions de façon correcte, puisque ça marche essentiellement donc, avec la gravité. Et c'est-à-dire que grâce à la gravité, une certaine longueur à cause du poids donc, de la petite masse. Et comme information, donc l'orientation de ce dispositif par rapport à la gravité, par rapport à la verticale. Et donc, il suffit ensuite de regarder de combien les ressorts sont comprimés ou étirés dans les 3 dimensions de l'espace pour calculer l'orientation qui correspond à la position donc, de l'animal dans les 3 dimensions de l'espace. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que ça mesure également, ce dispositif, c'est que ça va être donc, sensible au mouvement de l'objet sur lequel il va être attaché. Et donc, on va pouvoir déterminer une mesure d'accélération linéaire de l'appareil. C'est-à-dire que si on déplace le tube avec une vitesse qui varie, si cette vitesse est constante, évidemment, on ne dira rien, mais si cette vitesse varie, c'est souvent le cas dans nos mouvements, hein, on va marcher, on va impacter une certaine vitesse qui ne va pas être constante, pas comme une voiture, par exemple, qu'on va régler avec un régulateur de vitesse à 60 km/h. Donc là, ça va se comprimer, s'étirer, donc la masse qui va être dans l'objet va bouger relativement au mouvement, et donc on va avoir une valeur d'élongation qui va être ou de contraction. On peut avoir donc une information sur les mouvements propres du mobile. Donc si je résume, un accéléromètre, ça va mesurer donc une accélération statique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une information quant à la posture de l'animal, donc dans les 3 dimensions de l'espace avec un accéléromètre 3 dimensions. Et donc, en fonction de comment va être en fait positionné mon animal, eh bien, mon petit module va être, lui, positionné d'une certaine manière dans les 3 dimensions de l'espace. Et donc, je pourrais savoir si mon chat a la tête en l'air, a la tête en bas, ou alors dans n'importe quelle position, parce que très franchement, un chat, on ne comprend pas toujours comment ça se passe. Et enfin, donc, on va également obtenir une information sur le mouvement de l'animal, le mouvement propre à l'animal. C'est ce qu'on appelle l'accélération dynamique. Voilà. Donc, on peut être plus ou moins complexe, en fait, quand on va utiliser des outils cinématiques qui vont complexe la station inertielle. Donc, un capteur d'activité, c'est un seul accéléromètre positionné dans n'importe quel sens.
et il va nous donner un index d'agitation, c'est-à-dire qu'on va savoir si l'animal est par exemple donc, immobile, au repos, ou alors plus ou moins actif. Lorsque l'on va rajouter un second accéléromètre perpendiculaire au premier, on va avoir des informations donc, sur 2 axes uniquement. Donc, on va obtenir potentiellement un angle, si tout se passe bien, mais surtout des accélérations dans 2 directions de l'espace. Ça devient un petit peu plus intéressant quand on utilise 3 accéléromètres perpendiculaires parce qu'on va pouvoir donc, obtenir de façon certaine 2 axes qui vont nous intéresser, qui vont pouvoir décrire donc, la posture de l'animal dans l'espace. C'est essentiellement donc, le tangage. Donc, est-ce que mon animal, par exemple, va être en train de baisser la tête ou de lever la tête, donc le roulis. Et ça, ce sont des angles qui sont vraiment très importants, par exemple, pour caractériser les déplacements des animaux, essentiellement terrestres pour ma part. Et ensuite de ça, on va avoir la possibilité de calculer ce qu'on appelle un proxy. Donc, on va pouvoir approcher en utilisant cette fois-ci le côté phasique, donc le côté mouvement de l'animal, et on va pouvoir donc estimer si un mouvement est plus ou moins énergétique, plus ou moins coûteux en énergie pour l'animal. Pour ma part, ensuite, j'ai utilisé des stations qui sont un peu plus complexes. J'ai rajouté donc, ce qu'on appelle des magnétomètres qui, eux, vont mesurer donc l'orientation de l'animal par rapport au champ magnétique, et on va pouvoir rajouter une information que l'on appelle le lacet, qui est vraiment très importante parce que ça va nous donner le positionnement en fait et sur l'orientation de l'animal dans l'espace. C'est-à-dire que si mon cheval, sans cet axe-là, dans le comportement ou pas, hein, ça peut être juste une réaction de fuite, donc ça, il faut avoir plus d'informations à côté. Voilà, donc ça, c'est vraiment un angle très intéressant. Et bien souvent, à ce magnétomètre, on va rajouter un gyromètre. Donc, moi, pour ma part, c'était des gyromètres avec 3 axes, autour des 3 axes également, où là, je vais avoir des informations sur les vélocités angulaires. Et ce qui me permet, dans certains cas où mes magnétomètres ne fonctionnent pas bien, par exemple dans des bâtiments, les bâtiments agricoles, en fait, c'est juste impossible d'avoir des informations avec les magnétomètres parce que et donc, j'ai besoin d'autres informations pour obtenir la même information. Et dans ce cas-là, j'utilise des gyromètres réaction. Voilà. Donc, c'est assez complexe, mais finalement, ça nous donne beaucoup d'informations et toutes ces mesures, on va dire, physiques, on peut les retranscrire en termes de comportement. Donc, je vais vous présenter essentiellement donc, la méthode que j'ai utilisée pendant ma thèse et pendant mon postdoc, donc sur le chat domestique, mais c'est quelque chose que j'applique sur d'autres modèles animaux, les manchots, les renards polaires. Si j'ai le temps, je finirai par vous présenter un logiciel qui facilite, qui a pour but de faciliter justement la vie des utilisateurs de BioLogger. Donc, comment réussir à en fait passer, j'ai ces données purement cinématiques à je les traduis à un comportement, et ensuite de ça, mon but, c'est de créer ce qu'on appelle un éthogramme accélérométrique, c'est-à-dire que tous les comportements réalisés par l'animal peuvent se traduire par des signaux avec une certaine signature, tant posturale que dynamique. Et en fait, je vais essayer, donc, une fois que mon animal a ce collier sur lui, de mesurer et de prendre en considération toutes ces données et de reconstruire virtuellement ce que mon chat, par exemple, a fait pendant 24 heures, une semaine ou un mois. Ça serait l'idéal. Donc, avant d'en arriver là, c'est un travail qui est long et fastidieux. Et en fait, il faut donc réussir à mettre en relation donc ces données purement quantitatives avec un comportement. Donc, pour ce faire, moi, j'ai essentiellement donc, filmé mes chats.
Donc, au départ, essentiellement avec une volonté de les filmer en train de réaliser un comportement de chasse, en train de chasser, que cette chasse soit fructueuse ou non. Mais en fait, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, c'est moins de 9% du temps où je passais à les observer, j'observais mes chats en action de chasse. Donc, j'ai passé des mois et des mois et des mois à les suivre, mais en fait, c'était pas très fructueux. Et en plus de ça, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que c'est un chat domestique que c'est si facile que ça à suivre. Même si je travaillais dans un milieu rural où c'était relativement ouvert, je vous promets qu'ils sont assez efficaces pour vous semer, pour rentrer dans des jardins où vous n'avez pas accès, ou même à passer d'une pâture à une autre où il y a une haie. Et donc, bah, ça se trouve, mon chat a capturé un rongeur et en fait, le temps que je change de pâture, c'était déjà englobé et pesé et j'avais assisté à rien du tout. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers ce type d'outils. Mais malgré tout, il faut bien les calibrer. Et donc, j'ai suivi ces individus, je les ai filmés. Et ensuite, donc, j'ai essayé de considérer quels étaient les comportements qui étaient essentiels pour moi pour réussir à comprendre donc, quand est-ce qu'ils chassaient, quand est-ce qu'ils ne chassaient pas. Et pour essayer ensuite de faire des liens entre des paramètres liés aux individus, à l'environnement, qui pouvaient expliquer qu'un chat allait chasser, pas chasser, quand est-ce qu'il allait se mettre à chasser, quand est-ce qu'il allait changer de pâture, ou tout simplement juste abandonner la chasse. Voilà. Donc, je me suis intéressée donc, à des comportements multiples, à différents groupes de comportements, parce que, en fait, le comportement de chasse, c'est un comportement qui est composé d'un grand nombre de comportements qui, pris individuellement, ne sont pas de la chasse. C'est-à-dire que mon animal va être soit dans une prospection active, donc c'est-à-dire qu'il va se déplacer pour chercher une proie, soit il va être de façon complètement statique, donc il va être tout simplement assis. Euh, Ensuite, il va se mettre à marcher de façon plus ou moins vite pour aller capturer sa proie. Il va sauter, il va la mordre et il va la manger. Et tout ça, en fait, si je n'ai pas le contexte et la succession et l'organisation, mon chat il se déplace, soit mon chat avec donc, plus ou moins de rapidité, il bondit, mais ça peut être juste, il va être en train de sauter sur un meuble ou il va être en train de sauter un, un fossé, et puis il mange. En fonction de ce qu'il va manger, on ne va pas être forcément au courant qu'il est en train de manger soit des croquettes, soit de la pâtée, soit véritablement une proie. Voilà. Donc en fait, au départ, j'étais partie sur je m'intéresse à la chasse et puis finalement, je me suis intéressée à beaucoup d'autres comportements pour pouvoir considérer la chasse dans son entièreté. Donc j'ai établi donc, une liste comportementale et ensuite de ça, donc ces comportements sur ces vidéos, donc je les ai encodés. Cédric vous a parlé tout à l'heure du logiciel Boris pour venir à bout de cet encodage de comportement. Et ensuite de ça, donc, ces comportements observés, je les ai donc synchronisés donc, avec mes signaux, parce que c'est pas inné, on ne peut pas lire comme ça si facilement des données issues de ces unités de mesure. Je vous disais tout à l'heure, c'est de 50 à 100 points par seconde. Donc, c'est pour nous des courbes et puis des changements de variation, de fréquence ou des choses comme ça, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Donc ces données, en fait, je les ai associées. J'ai associé le signal au comportement. Et ensuite de ça, j'ai essayé donc, de véritablement me concentrer sur le comportement en tant que tel. Donc corriger, c'est un grand nombre d'essais d'erreurs, corriger justement les limites de chaque comportement. Voilà. Et ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est que ces comportements, il faut savoir qu'un comportement, ça peut durer plus ou moins longtemps, quel que soit le type de comportement, mais il y a quand même des comportements qui sont très courts. Par exemple, un chat ne va pas sauter pendant 1 heure. Il va plutôt sauter dans un laps de temps qui équivaut à la demi-seconde. À l'opposé, un chat va dormir pendant plusieurs heures. Donc, il m'a fallu un moyen en fait d'essayer d'homogénéiser
l'ensemble de ces comportements. Et donc, des comportements qui étaient très, très longs, je les ai découpés en sous-unités. Et puis, les comportements qui étaient courts, eux, en unités d'une demi-seconde, on serait à l'échelle d'une souris. Je pense qu'on serait plutôt un dixième de seconde, quelque chose comme ça. Donc, plus notre animal est complexe, plus on va devoir être sur des unités de temps courtes. Voilà. Et ensuite de ça, donc, j'ai produit des statistiques qui m'ont permis en fait de décrire donc, tout ce que je voyais à l'écran d'un point de vue mathématique. Et ce que j'ai également fait, c'est que j'ai pris en considération ce qui était lié à l'individu. J'ai pris en considération des paramètres qui étaient véritablement liés à mes individus. Donc, comme leur score, leur body score, donc pour savoir si mon animal était plutôt maigre, dans une corpulence, on va dire, optimale, ratio taille-poids, ou plutôt obèse, leur stature, leur sexe, leur âge. Donc, pour les chats, je me suis aussi intéressée à leur race et également au tempérament. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de la physique, les outils que j'utilise. Et bien entendu, en fait, par exemple, la corpulence d'un animal va impacter la force qu'il va devoir mettre dans son mouvement pour pouvoir se déplacer. On sait aussi que, en fonction des races, chez les chats, on va observer plus ou moins certains comportements et leur tempérament, le fait qu'ils soient par exemple plutôt audacieux ou timides, peut également influencer le type de comportement qu'ils peuvent réaliser que sur mes outils de prise de mesure. J'ai essayé également de me dire, tiens, prenons en considération les individus en tant qu'individus et considérons leurs individualités à proprement parler. Et ensuite de ça, donc, j'ai construit ça a permis de construire donc un gros jeu de données. Et ce jeu de données, on l'épure pour des questions vraiment statistiques afin donc de recréer un jeu de données qu'on appelle d'entraînement sur lequel je vais entraîner mes modèles mathématiques et ensuite un jeu de données test qui va me permettre véritablement d'évaluer l'algorithme mathématique que j'ai conçu. Voilà, et en fait, ça c'est de la succession de ce qu'on appelle du go-no-go. On essaye, on teste, ça ne marche pas, on change les paramètres des algorithmes, on reteste, on teste, et un jour, on dit Eureka, ça y est, je pense que je ne peux pas aller plus loin, j'ai déjà produit quelque chose de pas trop mal, et je pense que cet algorithme-là, cet hétogramme accélérométrique, va pouvoir m'être utile pour ensuite construire les budgets temps de mes animaux. Donc, il y a un grand nombre d'algorithmes mathématiques, d'algorithmes d'apprentissage qui sont utilisés pour reconstruire ces hétogrammes accélérométriques. Certains sont non supervisés et d'autres sont supervisés, c'est-à-dire qu'on va, quand c'est du non supervisé, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, travailler sur une mesure de distance et de proximité, et on va faire des groupes de façon non dirigée, c'est-à-dire que on ne s'attend pas à avoir un nombre de catégories bien spécifiques de comportements et on ne labellise pas de façon objective les comportements qui vont être présents dans ces groupes. À l'opposé, sur des algorithmes d'apprentissage supervisé, là, on va dire, voilà, j'ai tant de comportements, c'est ce comportement-là et ce point de données-là appartient à ce comportement-là et je veux savoir comment, avec les données que j'ai labellisées, je peux construire un algorithme qui les considère et qui les prenne en compte. Bien entendu, on peut se tromper et donc l'objectif, c'est d'utiliser quand même des points de mesure pour savoir ô combien on est bon et ô combien ces algorithmes nous permettent de caractériser correctement les comportements qu'on a labellisés dans le cas d'apprentissage supervisé. Donc, je vous présente rapidement 2-3 métriques qu'on utilise dans ce cas-là. Donc ici, vous avez des outputs de plusieurs algorithmes mathématiques, plus ou moins complexes en fonction du nombre de paramètres qu'on a
mis en entrée dans ces algorithmes. Et mon idée, c'est de savoir donc, globalement comment ils se situent les uns par rapport aux autres. Donc, on a un indice de précision globale qui va me dire globalement, voilà, par exemple, ces deux algorithmes-là mathématiques, avec les plus de paramètres, on va dire, ou avec des paramètres qui sont plus intéressants et qui vont nous donner des informations vraiment différentes les uns par rapport aux autres, sont vraiment meilleurs à classifier des groupes de comportements par rapport à des algorithmes qui ont peu de paramètres, ou alors tout du moins des paramètres qui vont uniquement être, par exemple, basés ici sur l'accélération. Alors que ici, j'ai utilisé des paramètres qui étaient liés à l'accéléromètre, mais aussi au magnétomètre, au gyromètre, et puis ici, par exemple, avec des paramètres qui étaient aussi liés aux individus. Voilà, donc d'abord, on peut donc comparer nos algorithmes les uns par rapport aux autres. Et ensuite de ça, on va utiliser aussi des indices qui vont nous permettre donc, de décrire à plus proprement parler comment mon algorithme va être efficace sur, par exemple, un groupe de comportements par rapport à un autre. Donc, on va utiliser un indice qu'on appelle l'indice de pureté. Et lui, il va nous renseigner sur la capacité de notre algorithme à extraire correctement donc des unités de temps, des données mathématiques qui sont vraies et donc qui appartiennent à ce comportement-là. Donc, il va nous donner une information sur le degré de confusion ou non que présente mon algorithme pour une catégorie de comportement. On s'intéresse également à des indices qui vont nous renseigner sur la sensibilité de mon algorithme. Et là, c'est à savoir si, en fait, mon algorithme a la capacité d'extraire toutes les petites unités de comportement que je lui ai données et qui sont spécifiques de ce comportement-là. Donc, c'est savoir s'il va être exhaustif dans la détection des comportements que je lui ai donnés. Voilà. Et donc, en fonction de ça, en fait, sur un graphique, on va pouvoir se rendre compte de où sont nos comportements les uns par rapport aux autres. Et en fonction, par exemple, ici, toujours de ces différents modèles. Donc, quel modèle va être meilleur pour classifier? Voilà. Et on a aussi, donc ici, on se dit que si mes comportements ont été classifiés à cet endroit-là avec mes algorithmes, on n'est vraiment pas très, très bon parce qu'on est vraiment très confus et pas très exhaustif. Donc, ça, il y a des petites astuces pour réussir à ne jamais tomber dans ces pièges-là. Mais voilà, donc là, on n'est vraiment pas très, très bon. Si on est dans cette zone du graphique, donc on dit 50-50, de bien ou mal classifiés, on va être très confus, mais on va quand même on va être très confus, mais par contre, on va être peu exhaustif. Et le but du jeu, c'est vraiment d'être ici, en haut, où on n'est pas confus, le moins possible, et on arrive vraiment à considérer toute la diversité, la variabilité des signaux représentatifs de notre comportement. Voilà. Et bien entendu, ensuite, on va regarder en fonction de l'algorithme et des différents comportements lesquels j'arrive à mieux extraire toutes ces informations. En général, on ne se contente pas d'un 50-50. On peut se dire qu'à 70 voire 90% de chances de classifier correctement un comportement, on est plutôt vers quelque chose d'intéressant. Donc, pour ma part, moi, les modèles mathématiques que j'utilise, ce sont des algorithmes supervisés et on peut les considérer comme des armes de décision. C'est donc la classification hiérarchique descendante. C'est assez facile à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, je vais demander à mon algorithme de trouver la meilleure variable, donc cette fois-ci mécanique, liée à mes stations, par exemple, inertielles, qui va me permettre de couper mon jeu de données en deux avec donc le moins de confusion possible et la meilleure exhaustivité. Donc, très souvent, chez les animaux, ce qu'ils vont commencer à faire, c'est qu'on va s'intéresser donc à leur niveau d'énergie. C'est-à-dire qu'il va être capable de nous classifier des comportements qui ont un faible niveau d'énergie versus des comportements qui ont un fort niveau d'énergie. Et donc, si mon critère, par exemple, c'est ma dépense énergétique est supérieure à tel seuil, non, bon, alors mon animal est plutôt inactif.
oui, mon animal est actif. Et ainsi de suite. Donc ensuite, dans l'activité, je vais lui dire, retrouve-moi un autre critère qui me permette encore de séparer des comportements, par exemple très fortement actifs, du plus faiblement actif. Donc là, ça a été encore le cas, ainsi de suite. Et ensuite de ça, donc, il trouve des critères qui vont me permettre donc de classifier des comportements et donc un grand nombre, on espère, de comportements. Sachant que certains comportements pourront avoir donc une variante très active, par exemple, ou pas très active. Et donc, par exemple, là, au cours de ma thèse, j'ai réussi à identifier 3 types de restes de table qui sont plutôt assez mous, les croquettes et la consommation de rongeurs. Mais par exemple, la consommation de rongeurs, on se rend compte qu'en bas de mes feuilles, en bas de mes branches, elle apparaît plusieurs fois, tout simplement parce qu'en fait, quand un animal va manger une proie, donc là, c'est en l'occurrence des rongeurs, il y a plusieurs formes de tissus. Il va y avoir les os, les entrailles, etc. Et donc, en fonction de tout ça, il ne va pas forcément manger de la même manière. Et donc, ça explique la variabilité en fait, de mon comportement. Voilà. Donc ça, c'est un arbre de classification qu'on utilise. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir une multitude de solutions pour arriver à ce même arbre. Donc, ce que j'utilise maintenant, c'est plutôt des forêts de ces arbres. Donc, je vais demander à mon algorithme de construire, on va dire, un grand nombre de possibilités. Et au final, je vais prendre la moyenne de tout ça pour construire mon arbre final. Donc, ça implique beaucoup de données, mais justement, ça limite le nombre d'erreurs. Et en plus de ça, on peut vraiment optimiser toutes les analyses derrière. Donc, par exemple, ici, je vous présente un résultat. D'un côté, c'est ce que nous, on a analysé en observant donc, des vidéos, par exemple sur l'animal qui s'appelait, sur le chat Lipton, qui était donc justement en train de manger, donc de produire une séquence d'alimentation. Et donc à ce moment-là, il mangeait, mais il ne fait pas que ça. Il s'arrête de manger, il regarde son environnement, il remange, il flaire ses aliments, il va s'ébrouer. Et puis ensuite, il s'arrête de manger et puis il va boire. Donc ça, en bas, c'est ce que nous, on a observé. Et en haut, en fait, c'est quand j'ai appliqué mon algorithme mathématique, la séquence qui m'a produit. Donc, en fait, en fonction des comportements, il va me faire des petites barrettes et il va me dire, donc là, en effet, à ce moment-là, moi, avec les données que tu m'avais fournies pour cet animal, en effet, à ce moment-là, il s'alimente. Là, il ne s'alimente plus, il explore son environnement, il s'alimente plus, etc. Et là, il boit. Donc là, on se rend compte que, par exemple, sur des comportements qui ont une durée un peu longue, il est plutôt assez efficace, mon algorithme. Le souci qu'il y a, c'est que quand on va avoir une succession de comportements un peu plus différents, là, on va être moins bon ou alors tout simplement que pendant une microseconde, il s'était arrêté de manger. Donc, pour réussir justement à optimiser les sorties de mes algorithmes mathématiques, je me suis dit, je vais essayer de m'inspirer de tout ce que j'ai observé pendant que je suivais mes chats. Et je vais essayer de me dire, on pourrait peut-être essayer de corriger justement ces données en manger, quelle est la probabilité qu'ensuite, il fasse autre chose que manger. Alors, quand il est dans une séquence alimentaire, c'est assez faible, mais ensuite, s'il s'arrête de manger, qu'est-ce qu'il fait? Dans 5% du temps, il va être inactif, et puis ensuite, par exemple, il va se toiletter. OK, bon, une fois qu'il a fini de se toiletter, qu'est-ce qu'il va faire? Et ainsi de suite. Et donc, je vais essayer d'utiliser toutes les données que j'ai collectées pendant mes observations pour essayer donc de corriger mes algorithmes mathématiques en leur disant non, là, tu t'es trompé. Après avoir mangé, tu as dit qu'il est parti courir. Ça arrive que très rarement. Donc, non, il n'est pas en train de courir. Peut-être qu'il est en train de se toiletter. Et c'était très proche d'un point de vue signature-signal. Mais en fait, ce n'est pas ça. Donc, corrige-toi. Apprends-toi à te corriger. Et donc, je vous montre
des résultats mathématiques, on utilise ce type d'outils, on arrive mieux en fait à appliquer des budgétants qui s'approchent de la réalité de ce que l'on a observé. Et ce qui est également très important, c'est de considérer les individualités quand on utilise ce type d'outils, donc l'accélérométrie, mais également ces outils mathématiques, pour justement pouvoir faire d'un outil qui soit assez global, donc qui soit caractérisé pour une espèce, mais qu'on puisse l'appliquer à des individus avec des paramètres assez spécifiques. Voilà, parce que dans beaucoup de cas, pour mon cas, j'avais beaucoup de comportements qui étaient placés dans la catégorie autre, donc c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à des 5 autres catégories. Et en fait, quand je lui apportais des informations liées à mon animal, mais en fait, cette catégorie autre, elle diminuait. Et là, il était en mesure de dire, en effet, là, mon chat, il se déplace, ou il se toilette, ou il s'alimente, mais c'est surtout, il se déplace et il se toilette. Voilà. Donc, une fois qu'on a obtenu ces données, concrètement, on peut reconstruire donc, le budgetant des animaux. Donc, au cours de ma thèse, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai en effet utilisé ces accéléromètres 3 dimensions, mais je les ai aussi associés à des GPS pour avoir leur localisation dans l'espace. Et donc, ça m'a permis, en fait, d'inférer un grand nombre d'informations sur mes individus. Donc, au cours de ma thèse, donc, je travaillais en milieu rural. J'ai travaillé sur un grand nombre d'individus. On a équipé au total plus d'une centaine de chats avec ce genre de dispositif au cours de saisons différentes, sur un laps de temps d'une semaine à une quinzaine de jours. Voilà. Et donc là, ici, par exemple, je vous représente donc les données issues d'un chat qui s'appelle Garfield. C'est un chat de propriétaire mâle qui n'est pas castré, donc qui a plutôt une activité intense hors de chez lui. Donc ici, vous avez le village, là où son propriétaire demeure, et on se rend compte donc, voilà, qu'on peut en fait observer donc, son trajet, mais également donc, inférer des comportements à ces différentes localisations. Donc ici, c'est une simple représentation de la dépense énergétique. Donc là, on voit que en fait, il s'est rapidement déplacé entre ces différents points, que là, c'est plutôt faiblement énergétique. Ça recommence. Voilà, il s'en va dans les champs, il traverse une pâture, et puis là, donc, il reste un petit peu sur place, et ainsi de suite. Voilà, donc qu'est-ce que ça me permet? Mais ça me permet ensuite de décortiquer sur un pas de temps plus ou moins différent qu'est-ce qu'il a fait concrètement. Donc, c'est ce que je vous disais ici. Là, c'est donc son lieu de résidence. Et quand je mets mon trajet avec mes points GPS, donc les localisations de Garfield, si je considère ces premières 24 heures, donc il était ici, et finalement, il a fini sa journée par là. Donc, ça veut dire qu'il a passé 24 heures dans les pâtures, les prés de fauche, à y faire sa vie, parce qu'ensuite de ça, quand on se rend compte des comportements qui sont associés aux différents points GPS, on se rend compte qu'à un certain moment, donc, il va être statique, à d'autres moments, il va par exemple se toiletter, se déplacer, et également s'alimenter. Donc, en fait, il fait toute sa vie en dehors de chez lui. Sur un autre moment, donc c'est pareil, ces propriétaires, c'était assez amusant parce que moi, j'avais le retour des propriétaires derrière qui me disaient qu'ils ne voyaient jamais leur chat ramener de proie à la maison, donc ils ne chassaient pas. Voilà, et ils étaient très fiers de ça. Et donc, en fait, on se rend compte que, en effet, il ne fait pas que ça, mais il fait quand même une grande partie de son temps, il passe à chasser. Voilà, et donc ça peut être, donc lui, il est plutôt sur des stratégies d'affût, et ensuite de ça, donc il va changer de zone de chasse pour aller chercher d'autres spots de rongeurs ailleurs. Voilà, et ils se sont rendus compte également qu'en fait, ils ne vivaient pas que sous un toit, mais sous plusieurs.
Et donc, il fréquentait énormément la ferme d'à côté, où il y avait une population de femelles reproductrices importante. Voilà. J'arrive bientôt à mon temps imparti, donc je me dépêche pour vous présenter l'outil avec lequel donc moi je traite actuellement ce genre de données, qui est un logiciel qui s'appelle Activity pour Advanced Time Series Analysis and Visualization Interface. Et donc, c'est un logiciel qui est en cours de développement. Le projet est porté par Yvan Drake, qui est un chercheur du DEPE, donc à l'IPHC. Et ce logiciel a pour but d'essayer d'assister en fait, les utilisateurs de BioLogger à gérer ces gros jeux de données assez compliqués. Et donc, ça a une volonté d'essayer donc, de façon structurée, mais ils peuvent aussi donc, les visualiser, les synchroniser dans le temps. En fait, ces données peuvent être synchronisées, qu'elles soient issues de différents capteurs, mais qu'elles soient toutes synchronisées dans le temps, afin de permettre donc, de faciliter l'inférence a posteriori de comportement. Et on peut aussi observer donc, et synchroniser différents types de comportements. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, vous avez des signaux issus d'un accéléromètre 3 dimensions, mais également donc, des données qui sont qualitatives. Ce sont là des listes comportementales issues de Boris. Ce qui nous permet derrière de pouvoir analyser ces données et les interpréter, donc, avec un catalogue d'outils qui est incrémentiel, puisque bien entendu, c'est un univers en devenir, en construction et en constante évolution. Donc, les outils mathématiques qu'on utilise pour analyser ce genre de données évoluent très, très fortement. Et on peut faire un grand nombre d'analyses de données. Même si on n'est pas spécialiste, par exemple, du traitement de signal, on peut quand même réussir à faire ce genre d'analyse, puisqu'on a des outils qui sont automatiquement proposés avec le logiciel pour vous permettre de faire ce genre d'analyse. Et vous pouvez également, donc, si vous êtes spécialiste du codage, mettre vos algorithmes mathématiques et donc faire des routines qui vont vous permettre d'analyser vos données automatiquement. Ça peut vous permettre de partager des données qui soient standardisées, donc de bonne qualité, c'est-à-dire que ces données pourront être utilisées pour d'autres questions et on n'est pas des loggers sur d'autres animaux pour répondre à cette même question. On peut donc partager ces données et les garder de qualité, puisqu'en fait, on a une traçabilité de la donnée avec ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire la donnée qui va décrire les données. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie-Amélie. Merci. Du coup, il y avait de l'écho. Est-ce que vous avez des questions? Tu peux arrêter ton partage d'écran, je pense. Ouais. Du coup, moi, je voulais savoir, du coup, le logiciel qui est développé ici à la fin, on peut, du coup, j'ai pas bien compris, on peut le réutiliser aussi sur d'autres espèces ou pas? Ou ça redemande de refaire toute la calibration qui a été faite au début? Alors, est-ce que tu peux répéter? Parce Oui. qu'en fait, ça coupe. Le logiciel que tu as montré à la fin, est-ce qu'on peut l'utiliser sur d'autres espèces? Oui. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Sur d'autres espèces? Oui, tout à fait. En fait, ce n'est aucunement lié à l'espèce chat domestique. Et pour n'importe quel modèle animal. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, nous, c'est le type de capteur utilisé et non l'animal ou l'espèce animale ou humaine. Hein, voilà, quel que soit le type de données, ça peut être de la géologie, de la santé. Il n'y a aucune barrière, en fait. Éteins ta caméra, Marie-Amélie, peut-être. Oui. Pour éviter que ça coupe.
Super. Mais du coup, est-ce que ça redemande toute la calibration pour chaque espèce que celle que tu as faite au début, ou est-ce que c'est du coup votre logiciel il est automatisé maintenant? Non, par contre, en fait, il n'est pas, oui, il est pas là enfin, pour vous aider à créer l'algorithme. C'est à vous, en effet, de rentrer, enfin, de produire un algorithme. Et donc, bien entendu, la calibration est nécessaire. Mais après, tout dépend le type d'algorithme que vous utilisez, et, le type de modèle mathématique utilisé. Mais en effet, il n'est pas là pour vous apprendre à faire on va dire un nettoyage axiométrique, mais plutôt pour appliquer et faciliter la phase d'application derrière. Donc, il va vous assister pour le construire, parce qu'à l'heure actuelle, sur le marché, il n'y a pas beaucoup de logiciels. Il y a quelques packages qui commencent à voir le jour et qui vous aident à synchroniser ces données comportementales et quantitatives. Et, voilà, donc ça assiste sur cette phase-là. Mais par contre, tout le côté connaissance mathématique et connaissance de l'outil mathématique pour construire le modèle mathématique, ça, ce n'est pas pris en charge. Ok. Mais par contre, s'il y a déjà des algorithmes qui existent sur l'espèce, ça peut être utilisé pour les implémenter directement dans le logiciel. Tout à fait. Ok, Tout à fait. elle a dit tout à fait. D'accord, parce que du coup, vous avez enlevé le son, après, c'est un peu compliqué. Non, mais on le met, mais à chaque fois que tu parles, on le met. J'avais une question, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui, on m'entend. C'était par rapport au tempérament. Tu disais du coup que tu notais le tempérament, ça c'était lié à une discussion avec les propriétaires au préalable ou il y avait une petite étude préliminaire par rapport à ça pour chaque individu? Comment j'ai caractérisé leur tempérament, Oui, c'est ça, hein? c'est ça, oui. Oui. En fait, je me suis basée sur. J'ai fait pendant ma thèse, je me suis intéressée donc à la relation comportement de chasse enfin prédation et tempérament. Et j'ai caractérisé, donc j'ai réalisé vraiment des tests. Une partie, c'était à proprement pas lié au Feline Temperament Profile, donc c'est des tests spécifiques qui ont été développés pour favoriser la, le placement de chats en refuge chez des propriétaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été calibré. Et derrière, donc ça, c'était une grille, en fait. Et donc, ça m'a permis d'avoir des réactions en fonction des paramètres mesurés. À côté de ça, je m'intéressais aussi à leur réactivité par rapport à une proie. Donc ça, c'était un son enregistré d'une musaraigne, ce qui en général les stimule beaucoup. Euh, Là, donc, moi, je me suis intéressée à ma thèse. Et ensuite de ça, donc, quand j'ai travaillé avec des chats donc, chez les personnes qui finançaient mon postdoc chez Diana Pet Food, donc, eux, ils ont vraiment fait des tests beaucoup plus poussés pour mesurer des réactions vis-à-vis des humains connus, inconnus, leur capacité exploratoire dans une pièce, enfin, voilà, leur réactivité face à des stimuli, à la nouveauté. Et ensuite de ça, en parallèle, ils ont également donc, fait ces tests dans des Feline Temperament Profile et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient quand même assez... sachant qu'eux avaient fait des tests, donc expérimentation, on va dire ça, lourde, puisqu'ils avaient fait en plus de la répétabilité, alors que le FTP, voilà, ça a été publié, c'est constant dans le temps, c'est répétable, etc.
D'accord. Et ce que je me demandais aussi, c'est du coup, tu pouvais vraiment intégrer ça dans l'algorithme par rapport à ce que tu disais, qu'il y avait des comportements qui ne pouvaient pas suivre particulièrement. Euh, et à un moment, tu disais, quand il court, s'il saute, c'est pas forcément de la chasse, ça peut être autre chose. Et il fallait que l'algorithme se corrige lui-même. Est-ce que du coup, c'était intégré cette espèce de... C'était intégré le côté tempérament, du coup, qui pouvait être lié à chaque individu. Lui, spécifiquement, ne fait jamais ça. D'accord. Oui, et puis même en allant plus loin, en fait, là, donc ces personnes-là, donc, ils avaient à peu près 450 chats, avec des races de chats très différentes, et assez représentatives, on va dire, de la population française de chats de propriétaires. Et on sait très bien que, donc, en fonction de certains individus, quelle que soit la race, ils ne vont pas réaliser tel type de comportement, mais que la race a aussi une influence sur le type de comportement réalisé, c'est-à-dire que par exemple, un Maine Coon va être très joueur, mais un Maine Coon, c'est très joueur et très grand. Donc, la dépense énergétique ou l'énergie à chaque pas ou à chaque saut va être beaucoup plus élevée qu'un, je ne sais pas moi, un british qui, en fait, ou je ne sais plus quel chat qui a des problèmes d'articulation qui ne sautera jamais de sa vie, quoi. Voilà. Donc, oui, au contraire, l'idée, c'est de réussir à faire un modèle qui puisse qui soit spécifique du chat et qui puisse fitter au mieux avec les individualités de chacun. Ok, super, merci. Ouais. Bonjour, j'aurais une question, si vous m'entendez. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, tout à du fait. coup, merci pour ta présentation, Marie-Amélie. Je me demandais, dans la partie analyse des résultats, comment se passe l'association entre comportement et signaux issus d'accéléromètres? Est-ce que tu utilises le logiciel Activity ou est-ce que tu utilises un autre logiciel? Et si oui, du coup, quel package tu vas utiliser sur R ou MATLAB ou autre? Oui, en effet, je me sers du logiciel Activity pour faire la synchronisation. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récent. Pendant ma thèse, j'avais pas ça. Donc, c'était beaucoup d'huile de coude parce qu'il n'y avait pas non plus de package qui existait. Donc, c'était un autre logiciel, mais qui était payant. Voilà. Mais sinon, sous R, tu as un package, à ma connaissance, qui est d'ailleurs proposé qui est développé au DEPE. Et je n'ai pas le nom exact en tête, je peux le retrouver sans souci, je pense, et, qui est également en cours de développement et qui permet de synchroniser signaux et liste comportementale issue de Boris, par exemple. Ok. Voilà. D'accord. Et après, c'est des packages d'analyse d'algorithmes classiques. Ok, et quelles sont les entrées que tu dois donner au logiciel Activity et pour qu'il te fasse la synchronisation entre tes signaux et tes comportements? Tu lui entres quoi comme données? Donc, en fait, c'est lui qui... Alors, pour synchroniser tes données qualitatives, tu as des petites astuces qui te permettent en fait normalement, c'est pendant que tu fais ta calibration que déjà tu dois noter des informations pour te permettre de synchroniser justement tes observations avec le déploiement de tes stations inertielles ou de tes accéléromètres. Par exemple, voilà, je vais commencer à filmer. Comme mon accéléromètre prend 50 points secondes, on a un phénomène qu'on appelle la dérive temporelle qui peut être très problématique. Donc, on va se dire que, par exemple, devant ma caméra que j'ai allumée, parce que je vais filmer mon animal en captivité, admettons, je secoue mon collier ou mon outil devant la caméra. Donc, je sais qu'à ce moment-là, par exemple, quand j'aurai secoué de façon très vigoureuse mon collier, c'est le signal de ça commence en même temps. Donc ça te permet de synchroniser
ton signal et ton analyse vidéo. Et ensuite de ça, justement, quand tu es sous le logiciel, tu peux aller chercher et passer en revue donc, ton signal et retrouver ce moment-là et donc matcher ta liste comportementale que tu auras encodée directement avec ton signal. Et là, ça te permet de synchroniser les deux en même temps. Et en théorie, le tour est joué. Ok, super. Merci beaucoup. De rien. On t'entend pas, Cédric, t'es en muet. Je rallume du coup. Eric, tu avais une dernière question? Oui, un peu toujours dans la même veine. Je suis désolé, je ne me renouvelle pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on sait des propriétaires et des comportements de ces différents chats? Parce que Marie-Amélie a présenté l'échantillonnage des chats, mais du coup, on a envie d'avoir le complément sur quelles sont les covariables. Est-ce qu'on peut décrire aussi les propriétaires et la qualité des interactions ou le type d'interaction que les différents individus chats ont avec les humains, avec lesquels ils cohabitent quand même un peu? Oui, alors là, j'étais vraiment axée sur le côté technique on va dire, de l'accélérométrie. Mais en effet, quand je me suis intéressée à leur propension à chasser, je me suis également intéressée vraiment beaucoup à leur lien avec les humains. Donc, pour les chats de ferme, c'est un petit peu compliqué. Leur lien, dans 90% des cas, c'est ils sont inféodés aux bâtiments agricoles. Les agriculteurs ne les voient quasiment pas. Ce sont véritablement des auxiliaires de l'agriculture pour eux. Voilà, de temps en temps, j'étais sur essentiellement des exploitations laitières, donc ils leur mettent du lait pour les garder. Et puis, certains vont leur donner des croquettes. Et puis, certains vont même finir par en adopter à la maison. Et donc, ils vont changer de statut, ces chats. Ils vont devenir, ils vont passer de, on va dire, chat de ferme à chat de propriétaire. Et là, ensuite, la relation va être plus ou moins différente. Et j'ai essayé justement également de considérer ce lien à l'homme et comment ils étaient associés avec les humains et quelle place ils avaient pour eux, pour essayer de voir si ça a influencé, par exemple, toujours ma même question de est-ce qu'ils vont être plus ou moins chasseurs. Super, j'y vois un univers, un continent de multiples relations et influences qui serait tout à fait intéressant, quoi. La composition de la famille, il y a des enfants, il n'y en a pas, il y a plusieurs chats, on pourrait imaginer tout un tas de choses tout à fait intéressantes, et je me demandais à quel point ça pouvait être des perspectives pour la suite. Voilà, c'est juste une réflexion, pas véritablement. Oui, je suis entièrement d'accord. Et en plus de ça, moi, ce qui était assez amusant, c'est que ce qui est vraiment intéressant à travailler, c'est le côté ressenti et perception du propriétaire sur son animal. C'est-à-dire que justement, ce que je disais tout à l'heure, j'avais beaucoup de propriétaires, pour eux, en fait, leur chat reste à la maison quand ils ne sont pas là et il ne va pas partir. J'ai une dame, par exemple. Donc, j'ai équipé son chat et au bout de 48 heures, elle m'a dit non, mais c'est juste infernal. Il faut le déséquiper. Mon chat ne fait passe son temps qu'à miauler. Je le sens pas bien. Il est malheureux. On le déséquipe. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. On déséquipe votre chat. Y a aucun souci. J'ai dit mais je vais quand même regarder ce qu'il a fait pendant ces 48 heures où il était équipé. Donc, en fait, la propriétaire partait. Le chat partait vadrouiller. Il passait toute sa journée dehors en train de chasser. C'était un des meilleurs chasseurs que j'avais dans la population. Et en fait, dès qu'elle rentrait, il rappliquait et il miaulait. Et donc, elle avait associé ça à de l'inconfort. Voilà. Et donc, c'est vraiment intéressant en plus d'avoir la double vision, c'est-à-dire la perception du propriétaire vis-à-vis de son animal de compagnie et nous, le côté en concret, qu'est-ce qu'il fait? Oui, je pense qu'il y a là
tout un tas de choses tout à fait intéressantes. Mais là, par exemple, je me posais des questions sur est-ce que c'est des lignées de chats qui restent dans les mêmes bâtiments? C'est-à-dire que est-ce que ce chat petit est né là et il y a été avec sa maman, éventuellement des collatéraux. Enfin, bon, c'était aussi des éléments de ce genre, de relations. Ouais. Ben, entre génération de bestiaux et génération de personnes, quoi. C'est voilà, c'était juste alors, réflexion. Oui, mais j'ai également collecté ces informations-là. Ce qu'il faut savoir chez les chats, c'est que on a des lignées matriarcales, donc c'est les femelles, et j'avais en effet des lignées de femelles avec les grands-mères, les mères, les petites filles, etc., qui étaient toujours sur la même ferme, avec les mâles qui à un moment donné, donc les jeunes mâles issus des portées qui migraient et qui partaient ailleurs pour se reproduire. Et j'avais commencé à travailler également, donc en effet, sur l'influence de la culture de la chasse en fonction des différentes fermes. C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais rendu compte que les femelles ne chassaient pas de la même manière ou n'avaient pas les mêmes techniques de chasse en fonction des zones de chasse où je me trouvais. Et je trouvais ça assez intéressant. Ouais. Tu as participé avec Éric Baraté, du coup, à un chapitre dans quel bouquin? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai participé avec Éric Baraté à un ouvrage qui s'appelle Aux sources de l'histoire animale. Voilà. Pour un autre atelier, je m'étais également intéressée à la comparaison entre, on va dire, biologie du comportement et ethnographie chez le chat. Voilà. Mais ça, la publication n'est pas terminée. Oui, tu pourras nous en parler plus tard. Ok, Oui. Merci beaucoup Marie-Amélie. Je pense qu'il est l'heure d'aller manger. Je vous en prie. On a quoi, 1 heure pour attraper pour que tu puisses nous parler de déplacement collectif. Ça va tout le monde? Parfait. Ben, merci beaucoup et à tout à l'heure. On reprend à quelle heure, Cédric? 13h30. Super. Ok, bon appétit, à tout à l'heure. Bon appétit, à tout à l'heure. Merci à tous. Ok, à tout à l'heure.